J'ai peut-être le défaut de dire trop nettement ce que je pense, ce que je crois qu'il faudrait faire. Je n'ai jamais été habile, comme savent l'être certains hommes politiques. J'ai peut-être eu tort. Chacun a ses défauts et ses qualités. Alors cette qualité de l'habileté, ou que certains appellent du machiavélisme, n'est pas ma qualité principale. Une lignée alsacienne, celle de Palmyre Khan, et l'autre d'origine portugaise, implantée en France depuis Louis XIV, celle de Cerf Mendès France, tels sont les ascendants d'un jeune homme prénommé Pierre, né à Paris en 1907. Éternel bon élève, plus jeune bachelier de France, il entre à 16 ans à la faculté de droit, où l'attire surtout l'économie politique. Admirant la rigueur financière de Poincaré, auquel il consacre sa thèse de doctorat, il est plus séduit encore par l'enthousiasme démocratique d'Édouard Herriot, dont l'éloquence humaniste l'attire au parti radical. Sous le drapeau duquel il est élu à Louviers en 1932. À 25 ans, il est le plus jeune député de France. Chez les radicaux, beaucoup me disaient, avec un ton quelquefois un peu critique, que j'étais plutôt socialiste ou que j'étais trop socialiste. De même que plus tard, chez des socialistes, on m'a quelquefois reproché d'être resté trop radical. Mais je sentais très bien que la démocratie, au siècle où nous sommes, ne peut être complète que dans la mesure où elle est sociale et économique, et non pas seulement étroitement politique et légaliste. C'était un des jeunes Turcs radicaux. Pour tout jeune homme qui s'intéressait à la vie politique, 4 ou 5 noms, dont Pierre Cotte, Pierre Mendès France, signifiaient ce mouvement de rénovation. Une rénovation bien socialiste pour le vieux parti radical. Nous accepterons tous les sacrifices pénibles qui nous sont demandés, à la condition qu'ils s'inscrivent dans un cadre de réorganisation économique et de justice sociale. Contre la marche des ligues de droite sur le Palais Bourbon, le 6 février 1934, la gauche, divisée depuis la rupture de 1920 entre socialistes et communistes, se rassemble d'abord dans la rue, puis conclut avec les radicaux l'alliance dite de Front populaire qui remporte les élections de 1936. Je ne me présente pas à vous aujourd'hui comme un homme déjà accablé d'avance sous le poids des charges et des responsabilités qui l'attendent. Bien que je les connaisse, croyez-moi. Je ne viens pas ici en vous disant « ôtez de moi ce calice, je n'ai pas voulu cela, je n'ai pas demandé cela. » Si, j'ai demandé cela et j'ai voulu cela parce que cela... Réélu dans le mouvement du Front populaire, sous les couleurs du parti radical, qui représente l'aile modérée de la coalition gouvernementale, Mendès France va se comporter comme s'il en animait l'aile marchante, soutenant à fond les réformes sociales. Les ouvriers se souviennent du Front populaire comme d'un gouvernement qui a voulu leur donner leur dignité, qui a voulu les faire respecter, qui a voulu parler en leur nom. L'État était avec eux. Le fait qu'il leur faisait donner satisfaction dans un certain nombre de cas ont constitué psychologiquement un événement bouleversant et on peut dire révolutionnaire. Et c'est de ça que la classe ouvrière est restée très consciente.
Pierre Mendès France est d'autant plus engagé dans le Front populaire qu'il prend parfois des initiatives qui le situent à la gauche de ce mouvement. Par exemple, quand il demande le boycott par la France des Jeux Olympiques de Berlin, dont Hitler prétend faire la célébration du nazisme. Sur un terrain plus explosif encore, celui de la guerre civile espagnole, Mendès France se place toujours en flèche, en plaidant pour une aide active aux républicains. Tant de ferveur pour le Front populaire et son chef, et une compétence financière très rare à l'époque, valent à Mendès France d'être nommé par Léon Blum secrétaire d'État au budget dans son second et éphémère gouvernement de 1938. Ce budget, déjà très mendésiste, marqué par une forte intervention de l'État, est inspiré par le New Deal de Roosevelt qui, à la même époque, arrache l'Amérique à la dépression. Au moment où l'offensive nazie foudroie la France, le lieutenant d'aviation Mendès France est en permission. Il essaie de rejoindre son unité aérienne à Bordeaux, devenue capitale de la défaite, où le maréchal Pétain se prépare à négocier avec Hitler. Décidé à poursuivre le combat, il embarque avec d'autres parlementaires sur le Massilia, à destination du Maroc, où il est arrêté par les autorités de Vichy pour désertion. Il est déféré devant un tribunal militaire à Clermont-Ferrand, en un temps où les hommes de gauche, surtout les juifs, sont dénoncés comme responsables de la décomposition. C'était en fait le procès du parlementaire juif de gauche que l'on voulait atteindre. Et il a été condamné à 6 ans de prison. Pour lui, ça a été probablement ce qui l'a le plus marqué dans sa vie. Il m'en parlait encore à la fin de sa vie comme de quelque chose qui avait été la chose la plus monstrueuse et injuste qui lui était arrivée. Procès parfaitement inique, où, en dépit des témoignages de tous ses supérieurs, sauf un, qui vante son ardeur au combat, il est condamné pour désertion. Et c'est seulement après le rejet de la Cour de cassation qu'il a décidé de s'évader. Puisque donc la France rendait un verdict injuste, il avait le droit de reprendre sa liberté. Ça, c'est la première fois où je m'étais rendu compte qu'effectivement, un problème compliqué, sortir de prison, c'est pas rien. Eh ben, il a adopté la solution la plus évidente qui soit. On scie les barreaux, on attache des draps. Et cette réflexion, je l'ai eue un peu après. Je veux dire, quand plus tard, je le voyais œuvrer en politique, souvent, je dois dire, la simplicité de ses idées m'étonnait. Au moment où je vais sauter, j'entends un bruit inattendu, des voix. J'essaye de voir dans la demi-obscurité. Et il y avait un couple sous l'arbre et vous pouvez imaginer l'objet de leur conversation. Lui avait des idées très précises. Elle n'était pas décidée. Et ça m'a paru très long. Elle a fini par dire oui, mais vraiment, j'ai eu l'impression d'une très longue résistance. Ils sont partis, alors j'ai sauté. Mais moi, en haut de mon... Je vous promets que j'étais plus content, plus heureux que lui, je vous jure. Je voudrais bien la rencontrer une fois, ça me ferait plaisir de lui dire combien j'ai vécu avec ce couple, cette soirée-là et cette nuit-là. Enfin, l'amour, la chance, l'évasion, finalement, l'ont emporté. Et c'est alors la périlleuse équipée de l'évadé maquillé et moustachu vers Londres, De Gaulle et le combat, à travers la France occupée, la Suisse et le Portugal. J'avais très mal supporté l'outrage qui m'avait été fait lorsque on m'avait accusé de désertion devant l'ennemi. J'éprouvais le besoin de me battre pour démontrer que j'étais un combattant. Quand je suis arrivé à Londres, il n'y avait pas de question. Il n'y avait pas de question. Et pour moi, de me trouver en présence de De Gaulle, j'avoue que c'était un événement bouleversant, un événement
profondément émouvant. Je dois dire qu'il m'a reçu très très bien. De Gaulle, dont le meilleur ami de Mendès, Georges Boris, est devenu un proche collaborateur, lui propose d'entrer au Comité français, le gouvernement de la résistance. Mais lui ne veut que se battre et se fait affecter au groupe des bombardiers Lorraine. Le groupe Lorraine était une unité dont les avions n'avaient pas un très grand rayon d'action, donc il n'était pas question pour nous d'aller bombarder Berlin, et nous le regrettions bien. Mais il arrivait souvent que nous étions appelés à bombarder des objectifs en Belgique, en Hollande, en France. Et ça, c'était vraiment un problème cruel. C'est ce qui nous a conduit, c'est cette préoccupation, cette hantise qui nous a conduit à nous spécialiser progressivement dans un type de bombardement qui comportait le minimum de bavure, pour employer le mot qui était fréquemment employé depuis, c'est-à-dire le bombardement en azimuth, à très basse altitude, qui était plus risqué, mais qui permettait une exactitude dans le bombardement beaucoup plus grande. La France combattante n'est plus le dernier carré de 1940. En 1943, à Alger, le général est d'ores et déjà la France. Il exerce des responsabilités étatiques. Il a besoin de tous les talents et exige du capitaine Mendès France qu'il quitte ses bombardiers pour prendre le ministère des Finances dans le gouvernement provisoire. Quand De Gaulle est enfin convié aux États-Unis par Roosevelt, qui le reçoit cloué sur un fauteuil d'infirme, Pierre Mendès France est à ses côtés, retrouvant enfin sa femme et ses fils qui y ont passé la guerre. Ça a été un voyage difficile. De Gaulle a été évidemment assez mal reçu par Roosevelt, qui supportait assez mal son caractère et ses manières. Il y avait entre Roosevelt et lui toute une série de jalousies. Ils se traitaient réciproquement de prima donna, etc., vieux contentieux, et de sorte qu'il a été assez mal reçu. Et puis, le lendemain, ou quelques jours après, il est allé à New York, où au contraire, c'était beaucoup plus populaire, et où là, au contraire, il a eu un accueil enthousiaste parce qu'il représentait l'Europe qui se battait pour sa libération, l'homme qui tenait tête à l'Allemand, il représentait la résistance, parce qu'il pouvait avoir de plus exaltant, de plus noble et de plus beau. Enfin, c'était très émouvant. Et je me rappelle avoir dit à De Gaulle quel contraste entre la froideur de Washington et la chaleur humaine, l'émotion que vous soulevez ici. Et il me dit naturellement, c'est comme en France, c'est comme à Vichy, tous les gens bien sont contre nous. Ils sont avec Vichy, les académiciens, les préfets, les gens importants. Nous n'avons avec nous que les pauvres bourgs, les mal bâtis, les cocus, les juifs, les pauvres types, le peuple. Alors je lui dis, vous êtes le chef du Front populaire? Il me dit, mais oui. Good luck to you all in the war, and after the war in the peace. Good luck to you soldiers. Good luck to you all, men and women, working for the democracy, for the liberty, for the victory. Dans le gouvernement de Gaulle, installé à Paris en septembre 1944, Pierre Mendès France, ministre de l'économie nationale, partage les responsabilités avec René Pleven, ministre des Finances. De graves divergences se manifestent entre eux. Mendès préconise une politique de rigueur, manifestée par le retrait des billets de banque utilisés sous l'occupation. Procédure drastique qui aurait le double effet de juguler l'inflation et de sanctionner les trafiquants. Paradoxalement, ce projet de rigueur étatique ne reçoit pas l'appui des communistes. Bien qu'il le loue dans ses mémoires, De Gaulle ne soutient pas Mendès, qui démissionne, sans illusion sur les conséquences des choix de Pleven. J'ai mené de rudes combats lorsque je luttais dans la période d'après-guerre où nous avons une politique financière si lâche. Lorsque j'ai lutté contre l'inflation, contre la facilité, il est évident que
Je me suis heurté à des catégories sociales qui estimaient avoir des revendications légitimes et qui souvent, sur le plan humain, avaient des revendications légitimes et qui ne comprenaient pas que je défendais leur intérêt profond contre leurs demandes immédiates. Lorsque j'ai lutté plus tard pour faire comprendre aux Français la nécessité de réaliser l'émancipation des peuples qu'ils avaient colonisés, bien sûr, je me suis heurté à certaines conceptions traditionnelles, un peu égoïstes, nationalistes, chauvines, militaires. L'homme politique doit être prêt à ça, doit accepter cela. C'est un problème apparemment étranger aux préoccupations et aux compétences de Mendes France que vient poser à Paris, en septembre 1946, Ho Chi Minh, proclamé un an plus tôt président de la République du Vietnam, d'inspiration communiste, reçu par le gouvernement Bidot. Les revendications formulées à la conférence de Fontainebleau par Pham Van Dong, chef de la délégation vietnamienne, se heurtent à une totale incompréhension de Paris. Nous voulions les meilleures relations avec la France, avec la condition essentielle, c'est que la France devait reconnaître notre indépendance nationale, ce que le gouvernement français d'alors ne voulait pas. Même ceux qui, plus tard, en sont venus à l'idée de négociation, disaient on négociera dans une position de force, c'est-à-dire il faut d'abord gagner des batailles. C'était dissimuler l'échec. C'était coûte que coûte éviter que l'échec soit visible. Alors on y mettra le paquet, on enverra les hommes nécessaires, les crédits nécessaires, on sacrifiera tant d'autres choses qui, en France, auraient pu être faites. Et pendant ce temps-là, on le fait durer et on aggrave un conflit dans lequel, je le répète, il n'y avait rien à gagner et tout à perdre. On refuse de l'écouter. Dans le climat de la guerre froide, on prétend que négocier avec les communistes, au surplus des vins nu-pieds, relève de la trahison. Engagés eux-mêmes en Corée depuis 1950, les États-Unis appuient l'effort de guerre français sur le front sud de l'Asie. Mais désormais dotés d'armes soviétiques et chinoises, les leaders Viet Minh, Giap, Trong Chinh et l'oncle Ho se préparent au combat décisif. Giap, dans un geste de boxeur, déclenche la bataille de Dien Bien Phu. Le 7 mai 1954, le camp retranché est tombé. Un quart de la garnison massacré. 11 000 hommes emmenés dans une captivité si cruelle que la plupart n'en reviendront pas. Une négociation internationale à propos de la Corée et de l'Indochine s'est ouverte à Genève en avril, confrontant les 5 grandes puissances. Mais elle piétine. Il faut trancher dans le vif. Tous les regards se tournent vers l'homme qui incarne cette politique, Pierre Mendès France. Le président Coty se décide à faire appel à lui. Quand nous sommes arrivés à Matignon, nous sommes arrivés dans un esprit de commando. C'était encore très près de la guerre. Et je suis convaincu qu'une partie importante de l'équipe est arrivée à Matignon avec le sentiment qu'il fallait secouer un peu la baraque. PMF donne un relief saisissant à sa tentative, en formulant à la tribune de la Chambre ce qu'on a appelé son pari, ou l'ultimatum lancé à soi-même. Si, dans un mois, il n'a pas obtenu à Genève le cessez-le-feu en Indochine, il se retirera. Auparavant, il refuse les voix des élus communistes qui ont parti liés avec l'adversaire. Il connaissait assez peu le personnel politique. De plus, il avait pris une position assez rigoureuse, conforme à son tempérament. Il ne voulait pas faire de visite aux caciques du régime, aux présidents des assemblées, aux présidents de partis, ce qui lui interdisait de recevoir des avis, mais aussi de subir des influences qui ne lui auraient pas plu. Entrait très peu en jeu les équilibres qu'il dédaignait. Il cherchait surtout des hommes. Le problème à la fois le plus grave et le plus immédiat, qui est présent à tous nos esprits,
et qui se pose en termes dramatiques au futur chef du gouvernement, quel qu'il soit. C'est celui de l'Indochine. J'entends tout mettre en œuvre pour parvenir à une solution prochaine. Il n'est plus temps de s'appesantir sur les erreurs passées. Il faut maintenant rétablir la paix. Une paix de compromis, une paix honorable. J'affirme que cela est possible. Quand il s'envole pour Genève, afin de donner à la négociation l'impulsion décisive, il a ainsi conforté son image d'homme de la paix et celle d'un homme de décision et de détermination. Son engagement de démissionner, si la négociation n'a pas abouti dans un délai d'1 mois, signifie aux Vietnamiens et à leurs alliés que l'occasion de traiter avec l'homme de la paix ne durera pas et vise à abréger les épreuves du corps expéditionnaire. Après s'être entretenu dans l'avion avec son ami Anthony Eden, le chef du Foreign Office, Mendes désire d'abord rencontrer à Berne le Premier ministre chinois Zhou Enlai, qui tient en main beaucoup des fils de la négociation. Il s'entretient avec le Vietnamien Pham Van Dong, que son prédécesseur Bidot allait jusqu'à refuser de rencontrer. Superbement dramatisée dès l'origine par Pierre Mendès France, la négociation, haletante course contre la montre, sera jusqu'au bout conforme au scénario qu'il a dessiné. Ce n'est qu'au cours de l'ultime nuit, celle du 20 au 21 juillet, et après qu'il eut fallu arrêter les pendules du palais de Genève pour rester dans les temps, que l'accord est conclu. Sortant du palais des Nations, Molotov, le ministre des Affaires étrangères soviétique, est encore plus renfrogné que d'habitude. L'aimable Zhou Enlai ne l'est pas moins. Se reprocherait-il d'avoir forcé la main à leur allié vietnamien pour aboutir à l'accord ? Je crois connaître Mendès France. C'est un homme politique. Et maintenant, avec le recul de l'histoire, je puis le connaître davantage. Il avait son pari. Et puis il était lié par ce qui liait la France aux États-Unis. Genève n'était qu'un intermède, ni plus ni moins, pour permettre à la France de passer l'Indochine aux Américains. L'amertume exprimée par le négociateur vietnamien, qui s'est senti frustré d'une victoire totale par le Français et lâché par ses alliés, se fonde sur l'américanisation ultérieure de la guerre. Mais chacun ressent que l'audace et l'imagination de Pierre Mendès France ont allégé au maximum le prix à payer pour éviter le pire. La raison et la paix l'ont emporté. Et nous devons à nos soldats qui ont tenu là-bas dans des conditions souvent tragiques, d'avoir conclu à des conditions qui permettront à la France de continuer dans la paix à jouer son rôle en Extrême-Orient. En mon âme et conscience, j'ai la certitude que ces conditions sont les meilleures que nous pouvions espérer dans l'état présent des choses. Je n'ai pas besoin d'exprimer les sentiments que j'éprouve, car ce sont les vôtres. Il n'a pas une conception élitiste. Il pense qu'on peut s'adresser à chaque citoyen et qu'on peut s'adresser raisonnablement à chaque citoyen. Autrement dit, il a une conception de la communication fondée moins sur le spectacle ou sur l'émotion que sur la capacité de conviction fondée sur la raison. À l'appel d'Habib Bourguiba, son leader charismatique, la Tunisie revendique elle aussi son indépendance. Pierre Mendès France a décidé que ce pays qu'il aime et dont il admire les hommes ne saurait devenir un foyer de violence, faisant de l'Afrique du Nord une nouvelle Indochine. Séduit par ce qu'il apprend de Bourguiba, alors incarcéré à l'île de Groix, laïque, occidental, visionnaire, il a résolu de reconnaître l'autonomie interne de la Tunisie et d'aller l'offrir au bey de Tunis en compagnie du maréchal Juin à Carthage.
Le jour de la réception de Mendès France par le souverain, Bourguiba n'est pas encore tout à fait libre. Mais sans lui, Mendès n'aurait pas pu faire accepter l'autonomie par les Tunisiens. Sans Mendès, Bourguiba ne s'en fut pas contenté. Lorsque j'ai fait la paix en Indochine, dans des conditions difficiles, lorsque j'ai arrêté une guerre qui commençait en Tunisie, ça veut dire que des centaines, des milliers peut-être, de garçons qui auraient été tués vivent aujourd'hui, sont heureux, ont leurs femmes, ont leurs enfants. Ils ne savent même pas, bien sûr, ce qui leur serait arrivé si la guerre avait continué. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui vivent. Eh bien, de savoir que j'ai contribué à cela, me donne un grand sentiment de satisfaction. Mais la stratégie de Mendès France ne saurait se limiter aux affaires coloniales. Elle se déploie aussi aux États-Unis. Il sera très bien entendu aux Nations Unies, où en pleine guerre froide, il vient parler de paix et de redistribution des ressources mondiales. Je voudrais limiter mes déclarations à un petit nombre de questions dont l'incidence me paraît particulièrement importante sur le présent, le désarmement, l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, l'amélioration des conditions économiques et sociales dans les pays insuffisamment développés. Je voudrais... C'était un des rares hommes contemporains qui avait un véritable réseau international d'information. C'était d'ailleurs un des rares hommes qui avait une image, non seulement de politicien, mais d'économiste et de politologue quasi mondial, et notamment aux États-Unis. Son passage à l'ONU lui avait fourni un ensemble de relations, d'informations qu'il avait préservées. Prenant la tête du gouvernement, PMF ne s'était pas installé à Matignon, mais au Quai d'Orsay, dès lors que ses premières missions avaient trait aux affaires étrangères. Ses grandes tâches extérieures accomplies, Pierre Mendès France remet le Quai d'Orsay à Edgar Faure et reprend en main les finances. Mais ce partisan de l'économie planifiée n'aura pas le temps de corriger l'orientation libérale donnée par son prédécesseur. Le bourgeois qu'était Pierre Mendès France était à l'aise en milieu populaire. Dans cette petite cité, par exemple, qu'il accueille sous le regard de la caméra d'un cinéaste amateur. Heureux de se retrouver parmi des ruraux et des artisans, comme il le fut si souvent dans sa ville de Louviers. Si aimé que par testament, il demanda qu'après sa mort, ses cendres y fussent répandues. A new directive by French Premier Mendès France means that the country's school children are compelled to drink milk. Previously, they put a glass of wine down the hatch with their lunch, but no more. And it's not only the kids who are affected. This, believe it or not, is a nightclub in Paris. The cows are guests of honor at a bottle party. Milk bottles, of course. Mendès France, a great milk drinker himself, hopes to curb licensing hours and to raise the tax on drinks by about a fifth. This, they say, will either topple the Premier from power or turn every cafe into a dairy. Meanwhile, with everyone hard at it meeting the new demands, it's a matter of self-service down on the farm. Recevoir, c'est-à-dire inviter des gens avec du bon vin, un bon repas, c'est quelque chose non seulement qu'il a sommé, mais je crois qu'il ne comprenait pas. Il se disait, les gens viennent me voir pour discuter avec moi et non pas pour boire un bon coup. Donc il n'a jamais fait d'effort de ce côté-là. Peut-être que certains lui en ont voulu, j'en sais rien, mais les réceptions à la maison, c'était en effet toujours restreint au minimum, au point qu'il nous est arrivé, après des grands repas, de rencontrer ensuite les invités au café en bas en train de manger des gros sandwichs. Bien entendu, cela gênait beaucoup ma mère, mais mon père, non, trouvait ça parfaitement naturel. Après tout, ils ont faim, ils mangent des sandwichs. Mais les problèmes de la France ne relèvent pas seulement de la diététique, ni de l'harmonisation sociale. En Algérie, où couvait depuis longtemps une crise grave, se déclenche un soulèvement. L'Assemblée avait voté en 1947 un texte qui donnait à l'Algérie certains avantages, certaines garanties. Et en 1954, 7 ans après, ce texte n'était pas encore entré en vigueur. Il créait une assemblée dans laquelle les deux populations françaises et musulmanes n'étaient pas équitablement représentées. Les élections, je n'ai pas besoin de vous le dire, avaient toutes été honteusement truquées.
aussi bien Mitterrand que moi, dès ce moment-là, nous avons clairement dit que pour nous, la loi devait être appliquée. Ce qui peut être considéré comme insuffisant, mais ce qui était déjà un immense progrès, puisque ça donnait la parole à des hommes qui jusque-là avaient été bâillonnés. La violence, en tout cas, s'est installée et elle est réciproque. C'est l'époque terrible de ce qu'on appelle la pacification, avec son cortège d'exactions, de terreur, de représailles. Pierre Mendès France, qui avait déclaré « l'Algérie, c'est la France », est désormais dénoncé par la droite comme un bradeur. Il est conscient que le temps lui est marchandé âprement par les ennemis qu'il n'a cessé de se faire, des intégristes de l'Europe à ceux de l'Algérie française. C'est un homme harassé que traque une coalition où soudain chacun entend manier le poignard. Après 7 mois et 17 jours, c'en est fini de ce gouvernement, animé par ce que De Gaulle appellera dans ses mémoires l'ardeur, la vigueur et la valeur de Mendès. Monsieur le Président, quelques mots, s'il vous plaît. Pouvez-vous rester ici à cause de la caméra qui est là? Je n'ai rien à dire au moment où nous sommes. Je ne cache pas mon émotion. Je ne cache pas non plus ma peine. Non pour moi, bien entendu, mais parce que je crois que l'entreprise à laquelle s'était attaché le gouvernement que je présidais était bonne pour le pays et que je regrette qu'elle soit maintenant interrompue. En tout cas, je suis sûr que ce qui a été entrepris par ce gouvernement ne sera pas perdu. Je suis sûr que dans beaucoup de domaines, ce que nous avons commencé sera poursuivi et je souhaite de tout cœur que le gouvernement de demain, quelle que soit sa composition, et auquel je souhaite de réussir, je souhaite de tout cœur que le gouvernement de demain poursuive ce que nous avons commencé, parce que ce que nous avons fait, c'était pour le bien du pays. Merci, Monsieur le Président. La République était à se demander qui pourrait effacer les ardoises. Il a effacé les ardoises et on l'a renvoyé. Cet homme, qui est plus un chef qu'un camarade, suscite pourtant des fidélités inconditionnelles et de libre dévotion. Ses amis sont notamment à l'Express, fondé et animé par Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud, avec la collaboration de Mauriac. Mendès France a été lié à l'Express de toutes les manières. À l'origine, le journal a été fait pour lui, de la façon la plus claire, pour le mettre au pouvoir, ou si nous ne pouvions pas le mettre au pouvoir, tout au moins pour mettre ses idées au pouvoir. Ceux qu'on appelle, malgré lui, les mendécistes, sont à l'origine de la formation du Front républicain, qui, en 1956, gagne les élections sur le nom de Mendès. Mais c'est Guy Mollet que René Coty appelle à former le gouvernement. PMF s'incline, acceptant néanmoins un ministère d'État où il compte s'occuper de l'Algérie. Pierre Mendès France était d'abord un courage intellectuel et moral sans faille. Son analyse avait des failles, selon moi. Et je pense qu'il avait gardé, ce qui est un mérite à travers le temps, car, je l'ai dit tout à l'heure, il était parlementaire depuis 1936. Il avait une certaine méconnaissance des hommes. Et de ce fait, il s'est trouvé exposé en quelques circonstances à des déceptions qu'il ne méritait pas. Mais Guy Mollet décide, contre l'avis des mieux informés, de se rendre lui-même à Alger. Journée décisive pour ce qui va suivre. La foule algéroise, qui se croit abandonnée, fait reculer à coups de tomates, selon la légende, un chef de gouvernement qui n'est plus protégé que par l'armée, laquelle découvre que désormais,
c'est elle qui détient le pouvoir. Dans les bureaux de l'Express, Camus dit à Mauriac et à Jean Daniel que c'est la fin de toute solution équitable. Il n'y a plus de place que pour la guerre. Après quelques semaines, Mendès France, en désaccord radical sur l'Algérie avec Guy Mollet, donne sa démission sans commentaire. « 56-62, c'était le vide autour de lui. Il ne pouvait pas sortir de jour. On le traitait de traître. Il m'est arrivé de donner un coup de poing du revers de la main dans un restaurant à un homme qui disait « Es Sisteriut Mendès », c'est le juif Mendès. Ça m'avait suffi, il n'a pas pu finir sa phrase, il avait déjà reçu un coup de poing sur la figure et j'ai fait voler les lunettes en éclats. Lors d'un meeting au Veldiv du Parti radical que Mendès et ses amis veulent conquérir pour le rénover, l'extrême droite révèle la haine que suscite PMF et les complicités qu'elle rencontre dans la police et l'administration. Le retour au pouvoir du général de Gaulle, sous la poussée des hommes d'Alger qui croient voir en lui un sauveur, suscite l'enthousiasme d'un fort secteur de l'opinion, mais en trouble un autre. Mendès sait bien, ou devrait savoir, que des hommes comme De Gaulle et lui ne sont appelés que dans les situations extrêmes. Mais refusant d'admettre que la fin justifie les moyens, il se dresse, en manifestant, contre celui qui fut pour lui et restera l'homme du 18 juin 40. Ça n'est pas parce que je me suis élevé contre le désordre et l'impuissance et la stérilité de la 4e République que je vais me ruer dans un extrême opposé, c'est-à-dire dans un système où tous les pouvoirs seront donnés à un seul homme. Je prétends qu'il n'est pas vrai, contrairement à ce qu'affirme la propagande officielle, que nous n'ayons le choix qu'entre, d'une part, un parlementarisme dévoyé, désordonné, impuissant, comme celui que nous avons eu pendant un temps, et d'autre part, la monarchie absolue comme nous l'avons aujourd'hui. C'est désormais en marge, dans les cercles et des clubs, que Mendès France s'efforce de reconstituer une nouvelle gauche, progressiste, non communiste, autour du nouvel observateur, de Michel Rocard, d'intellectuels et de dirigeants syndicalistes. Le démocrate qu'est Mendès France ne connaît pourtant pas d'alternative à la légitimité populaire conférée par l'élection. Les citoyens de Louviers lui ont été infidèles. Ceux de Grenoble le sollicitent. Le Premier ministre Pompidou tente de lui opposer un universitaire prestigieux qui a enseigné dans cette ville, Jean-Marcel Jeanneney. Celui-ci, estimant utile le retour de Pierre Mendès France au Parlement, se récuse. Je dois dire que ce refus risquait de compromettre ma carrière ministérielle, car Pompidou n'aimait pas qu'on lui refuse ce qu'il demandait de cette manière. Je m'en suis d'ailleurs ouvert au général, qui m'a dit non, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à le regretter. Ce qui marque l'estime qu'il avait pour Mendès. Plus que de l'estime. Entre ces deux hommes, il y avait une espèce d'affection, je dirais presque d'amour contrarié. Si Jean-Marcel Jeanneney s'est récusé, Pompidou, lui, est venu à Grenoble soutenir l'adversaire qu'il oppose à Mendès dans une salle noyautée par les militants de droite. J'aurais aimé, vous le savez, que je l'ai écrit dans plusieurs lettres à Monsieur le Premier ministre,
se déroule à partie égale et que les cartes d'invitation soient réparties d'une manière équitable entre tous les candidats. L'accès à cette salle soit réservé aux électeurs et aux électrices de Grenoble. Que ferez-vous le mois prochain si une majorité de gauche est envoyée au Parlement? Peut-être, Monsieur le Premier ministre, l'apprendrez-vous en même temps que moi samedi soir en vous mettant à la télévision? Au moins, le général de Gaulle veut bien faire confidence au peuple français de ce que sont ses plans dans l'avenir, au cours d'un discours dont le moins qu'on puisse dire, c'est que fixé à samedi soir, dans un moment où personne n'aura plus la possibilité de répondre, dans un discours dont j'ai bien le droit d'affirmer qu'il est contraire. Sur le corps électoral et un défi que le pays devra relever. La lutte a été chaude, mais Mendès, bénéficiant d'un report de voix communiste, l'emporte. Il est député de l'Isère et plus largement, le leader de cette gauche moderniste dont il s'est fait le théoricien. Mais loin de ces théories, le mouvement de mai 68 se définit plutôt comme une quête de frères pour mieux rejeter le père. Mais le père rejeté, est-ce bien De Gaulle, épuisé par 10 années de pouvoir? Certains à gauche affectent de le croire et pensent voir en Mendès une alternative politique. Mendès France a cru que c'était l'étincelle, l'expression du mouvement de la jeunesse qui ne peut pas se tromper sur les buts. L'erreur, c'est pas d'avoir surestimé ce mouvement, c'est d'avoir pu croire que ce mouvement allait ramener au pouvoir une équipe d'hommes politiques d'expérience qui allait prendre les choses en main grâce à cet appel de la jeunesse. Or, la jeunesse ne lançait des appels que vers elle-même, elle ne lançait aucun appel vers ces hommes politiques. Le mouvement contribue à aviver les divergences entre lui et l'autre chef de l'opposition, François Mitterrand, plus attentif à la stratégie des communistes. Le député de la Nièvre est atteint de plein fouet par le rejet global de la classe politique qui est l'essence même du mouvement de mai. Mendès, marginal par définition, bénéficie, lui, auprès des étudiants, d'un certain crédit personnel. Le jour de la grande manifestation du stade Charletti, certains de ses fidèles voudraient faire de lui un leader. Il se contente du rôle de témoin. Il montrera sur la tribune en ayant décidé d'être muet, parce que ça, c'est une attitude morale qui est la sienne. Il faut être à la fois le témoin, la caution et peut-être le moyen de dissuasion si un mauvais coup est porté à la jeunesse, un mauvais coup au sens le plus littéral du terme. Ça n'est pas son jour, on ne l'a pas privé de parole, il n'avait pas l'intention de prendre la parole ce jour-là. À Grenoble, Jacques Brel et Serge Reggiani lui font cortège, mais il doit défendre son siège cette fois contre Jean-Marcel Jeannenet, choqué du comportement de l'élu de 1967, en qui il ne voit plus que celui qui a osé fraterniser avec des insurgés. Il y a toujours une autre tradition de la gauche, et le centre et la droite et tous les Français doivent préserver, et à laquelle ils sont attachés. C'est un symbole, c'est le drapeau tricolore. Enfin bref,
Sur 80 000 votants, je crois, j'ai été élu avec 130 voix de majorité. Et Mendès France a eu l'élégance de ne pas contester l'élection. Car quand il y a 130 voix de majorité, on peut toujours trouver les raisons. La grande peur provoquée par le tumulte de mai l'a chassé du Parlement. Désorienté, il se lance dans l'étrange candidature présidentielle couplée avec Gaston Defferre, qui semble faite non pour additionner, mais pour soustraire mutuellement leurs voix. Moins de 6% des suffrages. C'est un exclu, privé de tout mandat, qui arpente le jardin de Louviers, mélancolique certes, mais peut-être moins que De Gaulle, son chef de guerre, dont il a épousé la querelle, puis refusé le règne, et qui, mis en minorité par les Français, a choisi de prendre le large sur la côte d'Irlande. L'histoire les aura réunis pour une séquence décisive, mais brève. Beaucoup ont éprouvé un sentiment de frustration à ne pas voir se recréer, en temps de paix, l'alliance de guerre entre ces deux idées de la France. Quand il a lui-même préparé la fin de sa vie et même son inhumation, son funérailles, il a voulu être accompagné, non pas, c'est lui qui l'a dit, par les présidents, c'est l'expression qu'il a employée, mais par des soldats, par les compagnons de la Libération. Ça veut dire qu'il a voulu laisser à l'histoire l'image du libérateur, plus que de l'homme politique. Et en ce sens, il y a en effet un De Gaulle, celui de 40-44, qui a, à mon avis, rendu un service indiscutable à la nation et qui fait partie du patrimoine national. Et puis un De Gaulle, homme politique, à l'égard duquel on peut très bien avoir eu des réserves et même des désaccords et le devoir de combattre certaines de ses positions. Ce laïc incroyant, ce juif non sioniste, admire la démocratie israélienne et se sent solidaire de son destin. Il le dit à Moshe Dayan, à Ben Gourion et à Yitzhak Rabin, non sans évoquer avec eux les droits des Palestiniens. Certainement, il a probablement été l'un des premiers à faire rencontrer sous ses auspices des Israéliens et des Palestiniens membres de l'OLP. Parce que, comme d'habitude, avec Mendès France, faire la paix, c'est faire la paix avec celui contre qui on se bat. Arafat a toujours demandé à voir Mendès France, clandestinement ou non, à Vienne, à Genève, à Rome, peu importe où, Mendès France lui a toujours fait dire: quand vous aurez reconnu Israël, je vous rencontrerai pas avant. Et comme il n'avait pas reconnu Israël avant la mort de Mendès France ne l'a jamais rencontré. C'est la raison pour laquelle, lorsque Arafat, en 88, a reconnu, à Stockholm, a reconnu Israël, je suis allé à Tunis et j'ai demandé à le voir. Et il m'a dit son regret de n'avoir jamais rencontré Mendès France. Et je lui ai rappelé la raison. Reste à faire aussi une autre paix au sein de la gauche française, entre le courant dit moderniste, qui se réclame de PMF, et cette union de la gauche que Mitterrand cherche à construire autour du Parti socialiste. Il y avait beaucoup de différences. Nous n'avions pas du tout le même tempérament et sur beaucoup de points, nous avions des idées opposées. Par exemple, j'ai eu avec lui des débats difficiles lorsque j'ai décidé de faire le programme commun de la gauche. Il était extrêmement hostile à toute union de ce genre, et à toute éventualité de gouvernement commun avec les communistes. La conquête du pouvoir a été pour lui plus facile
que pour Pierre Mendès France, parce qu'il a fait passer ce que j'appellerais le pragmatisme et la souplesse d'adaptation avant ce qui était la rigueur de comportement de Pierre Mendès France. Monsieur le Président de la République, Pierre Mendès France est l'homme qui, avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir comme incarnation des valeurs de gauche, apprend définitivement que lui ne sera jamais cette incarnation des valeurs de gauche, du moins du point de vue institutionnel, du point de vue du gouvernement. Tout autre que lui en aurait éprouvé quand même un peu d'amertume. Il aurait été partagé entre la joie de voir la gauche revenir au pouvoir après une si longue absence, et puis quand même la déception de voir que ce n'était pas lui qui avait conduit la gauche à la victoire. Et je peux vous dire, parce que j'en ai été le témoin direct, qu'au moment où, chez moi, Pierre Mendès France apprend que François Mitterrand devient président, il y a une joie sans partage et il y a une immense émotion. Je dis qu'il n'y a que lui qui pouvait vivre l'événement comme cela. Probablement déçu d'être privé de toute influence, une fois la gauche au pouvoir, et de la mission qu'il espérait peut-être au Proche-Orient, Pierre Mendès France aurait retrouvé la solitude qui fut souvent son lot, n'était la tendresse des siens. Vous savez, Léon Blum disait que les hommes politiques n'ont que le choix entre se redire et se contredire. Je fais partie de la catégorie qui se redit plutôt qu'elle ne se contredit.